Donc je vais vous présenter un travail de recherche qui pour l'instant n'a pas fait l'objet de publication, mais qui le fera bientôt. Donc c'est un travail réalisé en binôme avec Corinne Vercher, qui est professeure à l'Université Paris 13, et ça porte sur une fusion, une fusion qui date un peu, mais vous verrez qu'on a fait exprès de prendre une fusion qui datait, celle d'Handicap International et d'Atlas Logistique. Alors, comme l'a dit Géraldine, c'est une question qui est peu explorée, pas la question des restructurations au sens large, mais la question des restructurations dans le secteur associatif. Alors en France, la recherche est quasi inexistante, donc là on a un chantier ouvert. Si on regarde la recherche anglo-saxonne, elle existe, il y a quelques publications, pas si nombreuses que ça, et qui vont souvent explorer ces restructurations comme on pourrait explorer les restructurations sur le secteur marchand. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de travail intéressant qui permettrait de découvrir les spécificités de ce genre de restructuration sur le secteur associatif. Généralement, ce qu'on met en avant, c'est la notion ressources humaines, la notion leader charismatique. C'est un petit peu les thématiques qu'on retrouve dans la littérature anglo-saxonne, mais pour l'instant, pas encore un vrai travail d'exploration de ce qui se passe lorsque le secteur associatif se restructure. Ce qu'on observe, c'est que en fait, la question ne se pose pas, je pense, mais ça reste à confirmer puisque là, les travaux de recherche sont en cours, la question ne se pose pas aussi simplement sans doute qu'elle peut se poser dans des entreprises secteur marchand. Bien sûr, il y a des enjeux organisationnels, bien sûr, il y a des enjeux économiques, des enjeux de prestation de services, mais derrière ça, il y a quand même une dimension institutionnelle qui interroge à la fois l'action et la structuration de l'action. C'est un petit peu ce que je vais essayer de vous montrer au travers de cet exemple qu'on a analysé avec Corinne Vercher. Troisième point que je voulais dire en introduction, c'est que souvent les restructurations, Géraldine l'a dit un petit peu, sont vues sous un côté négatif, et souvent on pense, surtout au secteur associatif, à des restructurations qui seraient subies sous la pression du contexte, sous la pression des pouvoirs publics. Et là, ce qu'on a observé, ce qui était assez intéressant, c'est que, bon, c'est peut-être parce que c'est un secteur aussi particulier, mais dans le cadre de cette restructuration, on a vu des acteurs qui nous disaient qu'ils revendiquaient le projet de restructuration comme étant un choix stratégique, avec l'idée donc non seulement il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte, mais que dans un contexte mouvant, des acteurs peuvent faire le choix de faire une vraie stratégie par rapport à cette restructuration et d'être de certaine manière proactif et pas seulement réactif. Alors, deux acteurs inégaux en taille et en âge, Handicap International, environ une trentaine d'années d'existence, Atlas Logistique, une toute petite association qui se crée au moment de la crise en Bosnie et qui met en place une option de mutualisation de la logistique pour les acteurs présents sur ce terrain-là, qui initie une nouvelle compétence, qui initie la notion d'entreposage commun, de gestion des achats entre différents acteurs présents sur le terrain, et puis acheminement avec un réseau de transport qui lui est métallisé. Et donc ces deux acteurs inégaux vont se rencontrer d'abord par des contacts qui restent discrets. Ça commence tout ça en 2002, puis après une annonce officielle de la fusion qui a lieu en 2005, et puis par l'ensemble des échanges qu'on a eus avec les acteurs, il y a une sorte de commun accord pour dire qu'à partir de 2010, la fusion est faite. Donc ce qui veut dire qu'on est sur des temps longs, hein, et que la fusion, c'est pas seulement l'annonce de la fusion, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la littérature sur le secteur marchand. C'est-à-dire qu'une fusion doit s'être pensée par la période qui la précède, la période de pré-fusion, la fusion, et puis tout ce qu'on appelle l'étape d'après. Et cette étape d'après peut être long, hein, en l'occurrence pour Atlas Logistique et HI International, il a fallu 5 ans. Alors en termes de méthodologie, on a réalisé une dizaine d'entretiens semi-directifs auprès d'acteurs clés à la fois d'Atlas Logistique et d'Handicap International. On a eu la chance de pouvoir travailler sur des mémoires, parce que finalement, il y a pas mal d'acteurs qui avaient été impliqués à différents moments de cette fusion, qui faisaient des diplômes et qui ont réalisé des mémoires. Et donc on a eu 2-3 mémoires qui nous ont permis d'avoir des informations clés et assez importantes à des étapes aussi importantes par rapport au processus de fusion. Et bien sûr, on a travaillé sur pas mal de documents que nous ont fournis des associations, documents de travail, etc. et comptes rendus de réunion. Alors, le contexte de la fusion.
alors, il s'agit d'handicap international, et cette notion de handicap, elle est à cheval entre l'urgence et le développement. En fait, quand handicap international est créé, c'est des urgentistes qui créent l'association, et donc ils se créent sur un terrain d'urgence, et ils développent un certain nombre de réponses, et très vite, ils prennent conscience que la réponse dans l'urgence n'est pas suffisante par rapport au handicap. Le handicap suppose une prise en charge sur le temps long, et tout au long de ces 30 années d'histoire, ils vont construire cette approche plus orientée sur le développement, avec l'idée qu'il faut être sur place, qu'il faut rendre les régions autonomes, que bien sûr fournir un certain nombre d'appareillages pour les personnes handicapées, c'est bien dans l'urgence, mais qu'après il faut pouvoir maintenir ces appareillages, il faut pouvoir suivre les personnes, il faut pouvoir non seulement les suivre sur le plan médical, mais aussi sur le plan de la réinsertion dans le champ du travail. Et donc ils vont développer toute une compétence toujours pointue sur le développement. Donc il y a eu une sorte de glissement dans cette association entre le mandat initial, le projet, ou en tout cas les créateurs qui sont des urgentistes, et puis de plus en plus de compétences développées en interne sur la question du développement. Et puis le contexte change un peu, le contexte change un peu, et Handicap International s'aperçoit que c'est quand même bien plus facile de financer l'urgence que le développement, et que d'une certaine manière, il s'est peut-être allé un peu trop loin dans le développement. Donc la question de la fusion et de mettre en place une stratégie de fusion avec Atlas Logistique part de cette question-là aussi. Et puis troisième facteur qui va jouer un grand rôle, et vous allez voir qu'il va jouer un grand rôle sur le temps long de la fusion, c'est l'apparition de zones grises. Alors qu'est-ce que sont les zones grises? Je suppose que pas tout le monde est au courant de concepts qui viennent de l'humanitaire. Alors, le concept de zone grise, c'est lié à l'idée de crise chronique. Pas mal d'endroits dans le monde, l'Afghanistan, le Libéria, le Rwanda, se sont caractérisés à la fois par des besoins d'urgence, mais aussi par des efforts de développement derrière, et puis à nouveau des situations d'urgence. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître un certain nombre de lieux dans la planète, Haïti en est un autre, où il y avait à la fois besoin que les équipes d'urgence et de développement cohabitent sur le même lieu et au même moment. Alors qu'avant, elles se succédaient, a priori, une fois que l'urgence était passée, que le développement était là, il n'y avait plus de raison qu'il y ait à nouveau de crise d'urgence. Donc cette apparition de zone grise donne une complexité nouvelle pour ces acteurs du champ humanitaire, et une complexité qui est en rapport aussi avec la demande des financeurs qui veulent des acteurs qui soient un peu polyvalents finalement. Alors les acteurs en présence, donc il s'agit d'un mariage de raison d'une certaine manière, puisque les deux acteurs sont volontaires dans ce projet de fusion, et il n'y a pas vraiment de pression d'acteurs institutionnels pour qu'ils le fassent, c'est vraiment quelque chose qui est initié dans chacun des états-majors, mais on est face à deux acteurs qui ont des poids, des histoires et des approches différentes. Alors quels sont les attendus de la fusion? Alors pour Handicap International, c'est retrouver un équilibre. Alors un équilibre, j'ai mis ce terme-là qui est un terme général, mais derrière c'est à la fois un équilibre sur le mandat, revenir à un mandat qui est un mandat équilibré entre l'urgence et le développement, mais aussi retrouver un équilibre qui peut être un équilibre de pérennité financière par rapport aux demandes des bailleurs de fonds. Du côté d'Atlas Logistique, c'est l'idée d'assurer une pérennité, une sécurité financière. Son concept est un très bon concept, c'est-à-dire que pendant quelques années, cette association a pu vivre de ce projet de logistique, parce qu'il y avait une vraie demande sur le terrain en termes de logistique, de mutualisation des moyens. Mais en même temps, elle passait son temps à négocier contrat sur contrat, avec une incapacité à pouvoir développer des fonds propres, et une incapacité aussi à pouvoir assurer l'équilibre financier suffisant pour garantir la pérennité des emplois au sein de la tâche logistique. Donc finalement, là où les deux associations se rejoignent autour de cet attendu de la fusion, c'est sur la mise en complémentarité de leurs compétences et de leurs mandats autour, et c'est ça qui est intéressant, autour d'une opérationnalité. C'est à la fois un choix stratégique, mais il est basé sur des fondamentaux qui sont des fondamentaux opérationnels. Alors, de quelle manière on va mettre en scène la fusion? Pourquoi mettre en scène la fusion? Parce que ça va être important, et dès le départ, les états-majors qui se rapprochent sont conscients que ça ne va pas se faire facilement, et que ça doit être préparé. Alors, pendant un certain temps, ça va être totalement secret. Secret d'une part parce que les acteurs ne sont pas sûrs de leur choix et qu'ils veulent d'abord faire un certain nombre d'expériences communes pour être sûrs que ça peut marcher. Secret aussi par rapport au champ de l'humanitaire qui est un tout petit champ, donc ils voulaient se préserver
le temps de la réflexion. Et se crée aussi, ça peut-être été un problème plus important par rapport aux équipes. Chacune des équipes était dans l'ignorance. Il n'y avait que certaines personnes, et un noyau très récent, dans l'ignorance de ce projet de fusion. Alors, une fois que la fusion est réalisée, il y a une communication qui est faite, qui est prise en charge par la direction, qui est relayée par le conseil d'administration de l'ensemble des deux associations, avec l'idée qu'on est sur un rééquilibrage de mandat. L'ensemble du contexte que je vais donner n'est pas donné. La primauté, c'est bel et bien du côté d'handicap national de rééquilibrer un mandat et de revenir de cette manière à l'âge d'or de la création et de retrouver une compétence perdue. Alors derrière ce choix et cette mise en scène, on va bien sûr pouvoir réadapter la structure, c'est-à-dire que l'organigramme d'handicap international va changer. Il va apparaître une direction de l'urgence qui va être une sorte de cellule qui va accueillir Atlas Logistique. Donc Atlas Logistique se déplace et trouve une direction au sein d'Handicap National pour continuer son action avec la même équipe et les mêmes personnes. Et puis il va falloir repenser l'action, puisque finalement cette direction supplémentaire qui arrive va devoir trouver un équilibre avec les deux autres directions, qui sont la direction du développement et la direction relative à tout ce qui est les mines antipersonnelles, qui est l'une des grandes actions d'Handicap International. Alors, derrière cette mise en scène, il y a des tensions qui vont apparaître, pour une part cachée, pour une part plus ouverte. Alors, l'idée, pour faciliter la fusion, c'était de dire, bon, Atlas Logistique va devenir une sorte de noyau interne, donc on lui donne un espace dans l'organigramme et on peut accueillir l'association telle qu'elle est. Mais en fait, la chose n'est pas aussi simple, puisqu'il y avait déjà un département qui s'appelait OPEX, qui avait été mis en place par Handicap National pour justement commencer à recouvrir des compétences sur le champ de l'urgence. Et de certaine manière, ils étaient peu nombreux, et quand Atlas Logistique arrive, c'est eux qui vont tenir le rôle des acteurs compétents sur l'urgence. Or, le problème est réel, parce qu'au-delà de la communication, en fait, Atlas Logistique ne connaît rien en matière de handicap, en tout cas n'est pas un spécialiste du handicap, alors que le département OPEX l'est. Et puis deuxième chose, en matière d'urgence, c'est pas vraiment des spécialistes non plus. En termes de métier, on dit qu'ils sont sur de la post-urgence. La logistique, c'est sur la post-urgence. En fait, sur l'urgence pure, OPEX, de certaine manière, était déjà plus aguerri que la logistique. Donc tout ça, ça va créer à l'intérieur de la structure des problèmes de compétences, des problèmes de partage de pouvoir, des problèmes d'opérationnalité. Avant même que la fusion ait lieu, quand on était encore dans la période secrète, il y a eu le tsunami, et donc les états-majors des deux associations ont dit on va profiter de cette opération de terrain pour essayer de mettre en place des collaborations sans que les acteurs le sachent sur le terrain, dans le cadre d'un contrat entre Atlas Logistique et Handicap National. Et en fait, ça s'est assez mal passé, et donc ça n'a pas permis de capitaliser de l'expérience. Et après, ça a été reproché par les salariés qui ont dit pourquoi on a travaillé sous le sceau du secret alors qu'on aurait pu faire ça de manière plus ouverte. Donc voilà, donc toutes les problématiques qui sont récurrentes, hein, pas seulement, je pense aux travaux que j'ai pu lire dans d'autres secteurs, c'est récurrente autour de la façon dont on communique et de la façon quels sont les véritables motifs ou les raisons de la fusion. Et comme toujours, les raisons sont plurielles, elles sont nombreuses. Donc je suppose quelle hiérarchie on va donner en termes de communication sur les raisons de la fusion. Donc ça posait des problèmes en interne. Autre chose, bien sûr, qui a posé problème, c'est qu'il a fallu établir de nouveaux rapports entre cette nouvelle direction d'urgence et direction du développement. Et non seulement ces deux directions, mais pour ceux qui connaissent un peu le secteur militaire, c'est pas seulement deux directions, c'est aussi deux façons de voir l'action de terrain, et de certaine manière, c'est deux cultures. L'urgentiste, il arrive avec de gros moyens, il a besoin de gros moyens pour agir vite, il a besoin de voitures, il a besoin d'un certain nombre de logistique derrière, alors que celui qui va être acteur de développement, il va plutôt se fondre sur le terrain avec des économies de moyens, il va être sur un temps long. Donc on est sur des acteurs qui sont vraiment ils ont du mal parfois à collaborer. Et puis là, d'une certaine manière, la fusion va aller vite, on va leur mettre une direction pour eux, et ils vont avoir une certaine facilité à s'organiser comme ils veulent à l'intérieur de cette direction. Et ça va créer des décalages par rapport à l'organisation des autres directions. Et là encore, créer des tensions. Et finalement, on s'aperçoit aussi, donc en conclusion, pour parler des tensions, qu'il y a des ambitions qui ne vont pas vraiment pouvoir trouver leur aboutissement. Hein. Pour du côté de Handicap Personnel, on cherche à retrouver ses racines, et on ne va pas vraiment les retrouver dans cette fusion avec Atlas Logistique. Et du côté de Atlas Logistique, on cherche à préserver sa cohérence, son identité, et ça va être difficile de le faire
une fois qu'on a été absorbé par un acteur aussi gros qu'Handicap International. Alors tout ça, ça va faire en sorte que beaucoup de tensions vont exister, qu'un certain nombre d'acteurs ont quitté, hein, que ce soit Atlas Logistique ou Handicap National, ils ont quitté pour ces raisons-là, ils ont été remplacés par d'autres personnes, donc il y a eu commencé en mise en place de rotation. Mais en fait, là où vraiment les choses vont se sceller, c'est au moment de la crise de Haïti. La crise de Haïti, c'est une très grosse crise qui va permettre de lever beaucoup de fonds, qui va permettre, parce que là, du coup, la fusion est faite, et donc Atlas, Handicap National est prêt sur le terrain de l'urgence, qui va permettre aux équipes sur le même terrain de collaborer vraiment et de trouver les vraies synergies, de comprendre dans l'action la pertinence de ce rapprochement stratégique initialement fait avec Atlas Logistique. Et donc c'est à partir de là que tous les acteurs nous disent oui, finalement, ce Haïti, non seulement on a compris, mais on a trouvé nos marques et on a pu travailler ensemble et maintenant c'est différent. Le projet nous semble tout à fait abouti en termes de fusion. Alors, quels sont les apports de cette recherche? J'en ai trois ici. L'importance d'une des questions qu'a soulevée Géraldine, hein, l'importance pour le secteur associatif, je pense, d'avoir une analyse qui ait de la profondeur historique. Finalement, pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe et les tensions qui naissent à l'occasion de cette fusion, on est obligé de remonter un peu dans l'histoire de chacune des associations et voir, comprendre comment leur mandat s'est construit, comment l'idée de mandat complémentaire s'est posée, et comment différents acteurs ont pu adhérer ou refuser le projet de fusion tel qu'il a été présenté. Le deuxième point qui me semble important, c'est sur ce long terme, c'est de pouvoir penser, parce que ça jouait un rôle assez important pour ces deux associations, de pouvoir penser l'articulation entre l'action de terrain et le projet ou le mandat. C'est bel et bien l'un et l'autre qui sont à prendre ensemble, puisqu'ils sont à la fois habilitants et contraignants. Quand l'action va loin, finalement, le projet va pouvoir aller loin, mais en même temps, le projet a besoin d'être construit en évolution avec les actions et le projet opérationnel tel qu'il peut se lire au travers du projet. Et puis, troisième point qui nous semble important, puisque ça, c'est un petit peu le retour qu'on a eu des acteurs après, donc en termes d'expérience au sortir de la fusion, c'est que le chemin emprunté dans la fusion est aussi important que le but à atteindre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir respecter un certain nombre d'acteurs, un certain nombre d'attentes, un certain nombre de fonctionnements d'instances, et que c'est parfois un peu délicat, surtout dans le cadre de cette association, enfin dans le cadre de ce projet de fusion, où il y a eu toute une période de secret en amont, avec des gens qui savaient, des gens qui ne savaient pas, et ensuite une volonté de communiquer, une véritable volonté de construire un mariage qui ne serait pas qu'un mariage de raison, hein, mais un mariage autour des projets de chacune des associations. Mais là, ça veut dire qu'on ne peut pas faire, enfin qu'il y a une vraie réflexion à conduire sur l'accompagnement de ce genre de projet de fusion.